C'est un autre rendez-vous de l'actualité en temps réel sur Spectrum Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h. Quelques articulations qui vont le constituer. Et quid de la transparence de la gestion des fonds collectés dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Quelques organisations non gouvernementales s'interrogent. La rédaction de Spectrum Télévision creuse cette préoccupation dans ce 20h. L'heure est aux révisions et aux évaluations dans les établissements scolaires à 2 semaines du début des épreuves écrites des examens officiels. Constat fait ce jour par nos reporters. On en parle ce soir dans cette édition d'information. Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Réforme de l'activité statistique au Cameroun. Le projet de loi relatif était en examen ce jour à l'Assemblée nationale. Selon le gouvernement, l'adoption de cette loi donnera lieu à une meilleure visibilité des statistiques au Cameroun. On fait le point avec Olivier Bouzik. Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le projet de loi régissant l'activité statistique au Cameroun ambitionne de réformer la législation actuelle encadrant la statistique. Selon le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qu'il a défendu, il s'agira de conformer la loi en vigueur en la matière datant de 1991 aux normes internationales relatives à la gestion des statistiques. En plus de tout ce qui a été fait antérieurement sur la base de la loi de 1991 en matière d'enquête, en matière de recensement, nous disposons aujourd'hui d'un instrument beaucoup plus solide, beaucoup plus conforme aux mutations internationales pour encadrer la production de la statistique à travers les visas, pour encadrer l'utilisation de l'information statistique à travers une diffusion beaucoup plus large, gratuite, aisée, mais également en préservant la confidentialité, la protection des sources des données et les participants qui ont été associés à ce processus. Concrètement, les réformes vont permettre, entre autres, un accès facile aux données statistiques, des sanctions contre toute personne qui violerait le secret statistique. Aussi, des entités privées pourront être autorisées à produire des statistiques officielles. Et cette statistique, elle doit être aussi de qualité. Elle doit être pertinente, elle doit respecter les principes d'intégrité, d'exigence scientifique, d'indépendance dans les processus pour permettre aux populations d'avoir les données nécessaires à leur prise de décision dans la gestion des politiques publiques nationales, en respectant les principes de la statistique tels qu'ils sont prescrits par la Commission statistique des Nations Unies. Après les travaux en commission, est attendue à présent l'ouverture du débat en plénière qui aboutira au vote, éventuellement à l'adoption de ce projet de loi par la Chambre basse du Parlement. Conseil supérieur de la magistrature, le député Jean-Michel Ninche fustige l'absence des ressortissants de la région de l'Ouest. Dans une sortie publiée sur sa page Facebook, l'élu de la nation appelle au respect de l'équilibre régional, une posture qui n'est pas du goût de l'homme politique Abel Elimbilobert. Reportage. L'honorable Jean-Michel Ninche est en colère. Le député, dans une tribune rendue publique ce 18 juin, s'insurge contre les dernières nominations au sein du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il considère comme une véritable provocation. Selon l'élu de Voré-Est dans le littoral, l'équilibre régional qui pendant longtemps a tenu autant que faire se peut l'équilibre social au Cameroun n'a pas été pris en compte. Il en veut pour preuve que la région de l'Ouest a été rayée alors que d'autres régions du pays comptent pas moins de 2 représentants dans la même institution. Avis soutenu par son camarade de parti, Jean-Robert Wafo. On observe, quand vous regardez très bien, on observe qu'il y a des régions qui ont pas moins, n'est-ce pas, de 2 membres qui sont nommés. Bon, je ne parlerai pas du département, parce qu'un département bien connu, d'ailleurs un département bien connu, notamment celui du Mori, et il m'est revenu un quartier, n'est-ce pas, de ce département, qui, dans un arrondissement, qui dispose de 2 personnes qui ont été. C'est d'ailleurs l'un des combats que mène Abel Elimbilobert dans les médias et que beaucoup, à tort ou à raison, associent au tribalisme.
L'ancien militant du Social Democratic Front estime en effet que les membres de chaque communauté devraient se faire élire dans leur circonscription d'origine. C'est dire que la sortie du député SDF, élu dans le littoral et qui semble défendre les intérêts des populations de l'Ouest, lui pose un problème. Je suis surpris que c'est un député du littoral qui se bat pour les intérêts de l'Ouest. C'est la preuve que les discriminations que j'ai faites, pour lesquelles on m'a taxé de pluralisme, en vérité, l'Assemblée nationale, c'est la représentation des groupes sociologiques qui composent notre nation. Parce que le rôle d'un député, c'est deux choses. C'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Or, l'action gouvernementale se répercute sur l'ensemble de la nation. Les lois sont prises pour l'ensemble de la nation. Donc, quand le député, n'est-ce pas, s'exprime sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, il est dans son rôle. On rappelle des membres titulaires du Conseil supérieur de la magistrature nommés le 15 juin par décret présidentiel. 3 titulaires ont été désignés par l'Assemblée nationale et 3 autres par la Cour suprême, conformément aux dispositions légales. Nous vous le disions en titre, à 2 semaines du début des épreuves écrites des examens officiels. L'heure est donc aux révisions et aux évaluations dans les établissements scolaires. Il faut dire que d'après le corps enseignant, les élèves devraient être prêts avec le travail qui a été fait au cours des 2 mois d'arrêt de cours. Inès Panga. À 2 semaines du début des épreuves écrites du concours d'entrée en 6e et en première année, le 30 juin prochain, le niveau des élèves de cette classe du cours moyen 2e année de l'école primaire publique d'Akwa, Douala, ne suscite pas encore satisfaction. Nous avons constaté qu'ils ont beaucoup de lacunes, il y a beaucoup d'oubli. On essaie de remédier à partir des exercices pour qu'ils puissent être à niveau le moment venu. Le test blanc vient d'être achevé tout à l'heure. Nous sommes en train de faire un petit exercice de mathématiques. Déjà 3 semaines que le train du 3e trimestre a quitté la gare. Une période de temps qui est majoritairement consacrée aux révisions. Ils ont reçu l'épreuve 0, c'est-à-dire le CEP blanc, pour voir comment est-ce qu'ils ont pu aborder et voir ce qu'il y a à ajouter ou à remonter par rapport à leurs résultats. Donc nous sommes dans les corrections. C'est à la fin des statistiques que nous allons voir comment réajuster ce qui a lieu de faire. Chez les plus grands, au lycée d'Akwa, dans le premier arrondissement de Douala, les enseignants affirment que les élèves sont prêts à affronter les épreuves écrites des examens officiels qui débutent le 21 juillet avec le baccalauréat de l'enseignement général. Ils devraient être prêts. Parce que ce que je devrais déjà vous rappeler, c'est que lorsque le Premier ministre décrète le confinement ou alors l'arrêt des cours, les professeurs sont déjà à près de 75% du taux de couverture des programmes. Bon, indépendamment de ça, les cours en ligne ont continué. En plus de ce qui a été fait durant les 2 mois d'arrêt de cours dû à la Covid-19, depuis la reprise le 1er juin, les pédagogues prennent le temps de revenir avec insistance sur ce qui avait déjà été fait. Au lycée technique bilingue de Bonandoumbe, en plus des révisions, c'est la saison des évaluations. Nous sommes en train de les évaluer après 2 semaines intenses de cours et de travaux dirigés et pratiques. Nous sommes donc en train de les évaluer. Et c'est à partir de la semaine prochaine, lors des corrections, que nous allons réellement apprécier le niveau des élèves. Côté apprenants, les heures d'apprentissage ont été augmentées et l'on se dit d'ailleurs déjà prêt. Oui, je suis prête, même si la composition commence demain. Avant, j'apprenais de 19h à 20h maintenant. Je me lève jusqu'à 4h pour apprendre vers l'aube avant d'aller à l'école. Dans ce contexte de préparation des examens officiels, les effectifs des élèves ayant repris les cours n'ont pas encore été atteints. Parmi les absents, les apprenants malades ou encore ceux qui ont été contraints par leurs parents à rester à la maison.
Parlons de santé à présent dans ce 20h, certification du Cameroun comme pays polio-free. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique à travers un tweet. Dr Manaouda Malachi ne s'est pas gardé de féliciter toute l'équipe ou autres entités qui ont œuvré pour ce qu'il considère de belles victoires. Toutefois, selon les scientifiques, le Cameroun doit continuer à renforcer la couverture vaccinale pour garder ce statut. Mireille Siabier. Le Cameroun vient d'être certifié pays polio-free. C'est via un tweet que le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, l'a annoncé ce 17 juin. Ces bons résultats, cependant, ne veulent point dire que la lutte est terminée. Ce sont des étapes franchies sur la voie de l'éradication de la polio, indiquent certains hommes de science. Il est donc à présent demandé de faire preuve de plus de vigilance pour ne plus tomber dans la crise que vient de traverser le pays. En effet, le chemin vers l'éradication de la polio a bravé 4 étapes, indiquent les experts. La détection et l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage, le renforcement de la vaccination de routine, le retrait de la forme orale du vaccin contre la polio, le confinement et la certification fin 2019, ainsi que la transmission des acquis de la lutte contre la polio. L'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage n'est donc pas la fin de la maladie. Il faut redoubler de vigilance car le terrain est fragile. Existence de zones mal couvertes, de populations difficiles d'accès, la surveillance communautaire à renforcer, le système de santé à redynamiser, y compris la vaccination de routine, sans oublier l'ouverture à d'autres pays contaminés. Un Cameroun sans polio sur de nombreuses années est possible, à condition que chaque parti assume son rôle et ses responsabilités, indiquent les experts. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu majeur pour le Cameroun, mais aussi pour toute l'Afrique qui est en passe d'être le prochain continent sans polio. Rappelons que le poliovirus sauvage de type 1 a été confirmé au Cameroun pour la première fois dans ce pays depuis 2009. Il était isolé dans la région de l'Ouest à partir de 2 cas de paralysie flasque aiguë qui s'est manifesté chez des patients les 1er et 19 octobre 2013. Que font les partis politiques dans la lutte contre la pandémie du coronavirus? La question refuse de part et d'autre, alors qu'on remarque l'implication de certaines formations politiques. Les autres semblent être plongées dans un profond coma quand elles sont absentes sur les scènes. Le constat a été fait ce jour par nos reporters. « 317 formations politiques officiellement reconnues au ministère de l'administration territoriale, portant depuis le 6 mars 2020, date de détection du premier cas de coronavirus au Cameroun. Bon nombre de ces partis répondent aux abonnés absents. Sur la scène n'est visible qu'une poignée d'acteurs politiques, à l'instar de ceux du RDPC, dont la délégation départementale dans le Fondi a remis une enveloppe de 20 millions de francs CFA au ministre de la Santé publique ce 17 juin, ceci couplé aux actions individuelles de certains de ses membres. Si le MRC, grand rival actuel du parti au pouvoir, n'a pas transcendé son obligation première d'animation de la vie politique, il faut cependant noter que ces critiques des actions gouvernementales sont accompagnées de gestes de solidarité sur le terrain. Survie Cameroun aura par exemple, avant le blocage de ces fonds, pu collecter plus de 200 millions de francs CFA à apporter à cette lutte. Et n'étant pas dans les bonnes grâces des autorités, c'est tant bien que mal que les militants de ce parti procèdent au partage dans les rues des masques de protection et autres gels hydroalcooliques. Troisième lors de la dernière élection présidentielle, Cabral Liby, à travers son nouvel appareil politique, le PCRN, est lui aussi visible sur le terrain à travers des descentes de sensibilisation des foules, comme celle effectuée par ses parlementaires le week-end du 3 avril. Et comme avec le RDPC, certains de ses membres se démarquent également par des actions individuelles, allant de la distribution du matériel de protection à l'annonce publique de la réorientation de la dotation en véhicules des députés dans la lutte contre le coronavirus. S'il n'est nul besoin de faire des publications et publicités sur des initiatives de solidarité, il faut cependant remarquer que tous les partis politiques ne semblent pas chanter la chanson du Covid-19, restent enterrés dans leur coin pour les uns et s'illustrant plus dans la critique des actions gouvernementales et des initiatives des autres partis politiques pour les autres.
Ceci au moment où la situation sanitaire commande l'abandon des étiquettes politiques au profit des actions. Transparence dans la gestion des fonds collectés pour la lutte contre la Covid-19. C'est la demande de quelques organisations non gouvernementales après la publication de la liste des donateurs par le ministre de la Santé publique. Les observateurs veulent que soit rendue publique la gestion du fonds de solidarité nationale contre la Covid-19. Reportage. Au 29 mai 2020, la cagnotte du Fonds de solidarité nationale contre la Covid-19 s'élevait à plus d'1 milliard de francs CFA. Après la publication le 2 juin dernier de la liste des contributions financières et matérielles nationales et internationales par le ministre de la Santé publique, les observateurs de la scène publique attendent que soit rendue publique sa gestion. C'est bien d'avoir des contributions, de savoir qu'il y a eu des contributions en liquide et en matériel, mais maintenant c'est encore mieux de savoir comment c'est géré. Qui est chargé de gérer? Quelle est l'équipe qui est chargée de gérer? Comment y rendre compte? Comment le public, n'est-ce pas, prendra connaissance de la gestion de ces fonds? C'est ça le plus important d'ailleurs pour nous, les citoyens ordinaires. Parce que ce sont des fonds publics, comme ils le disent eux-mêmes, quand les gens contribuent dans le cadre de telles actions, ce sont des fonds publics. Et les fonds publics doivent être rendus publics dans leur gestion également. Une transparence qui crée une confiance entre les différents maillons de la chaîne de la lutte contre la Covid-19 et suscite une plus grande participation des donateurs. Ça permet non seulement de rassurer les contributeurs, de rassurer l'opinion, mais aussi de motiver l'opinion qui peut se dire, ah, là, on avait 2 milliards dans la cagnotte, il reste que 300 millions, parce qu'on a fait ça avec 1,7 milliard et d'autres contributeurs peuvent donc venir s'ajouter parce qu'ils voient qu'il y a la transparence dans, n'est-ce pas, la gestion de ces fonds. Revenant sur cette liste des différents contributeurs, le coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à venir y relève quelques incohérences. D'abord, je ne voyais pas apparaître la contribution du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il avait été annoncé justement une contribution d'entrée de 2 milliards de francs par le chef de l'État, qui avait des sociétés parapubliques qui ont contribué. Je me suis posé la question comment les entreprises parapubliques qui reçoivent des subventions peuvent trouver 30 millions, par exemple pour la SCDP. Rappelons que l'ONG Human Rights Watch appelle le gouvernement du Cameroun à publier les informations sur les recettes, les dépenses et la gestion de son fonds de solidarité pour la santé. Un fonds dont les contributions sont obligatoires pour les établissements de santé depuis plus de 25 ans. L'ONG propose que le gouvernement débloque de l'argent provenant de ce fonds pour soutenir les établissements médicaux qui font face à la pandémie de la Covid-19. Rendons-nous à présent dans la région de l'ouest du Cameroun. Là-bas, la confirmation de cas de personnes infectées par la Covid-19 a amené les hôpitaux à revoir leur programme de désinfection. À l'hôpital du district de Fumbot, dans le Noun, des mesures préventives ont été prises pour lutter contre cette maladie. Afin de renforcer ce dispositif, cet hôpital a reçu cette semaine un don de la part de l'équipe de football, le Racing de Bafoussam. Marqué dans les lignes de terme. Depuis la confirmation de cas de coronavirus dans la région de l'Ouest Cameroun, les hôpitaux ont dû revoir leur programme de désinfection. À l'hôpital des districts de Fumbot, par exemple, les mesures d'hygiène ont été renforcées. Depuis le début du mois d'avril, nous avons engagé avec la réception des malades et des cas suspects de Covid, nous avons engagé des séances quotidiennes, je dirais même bi-quotidienne de décontamination de l'hôpital. C'est-à-dire le matin et à 14 h tous les jours, nous décontaminons tout l'hôpital pour pouvoir éviter une contamination aussi du personnel. Après 2 mois, le personnel médical, bien qu'exposé, n'a pas été infecté selon le responsable de l'hôpital. Et fort heureusement, ça nous a aidé à garder ne serait-ce que le moral, parce que au bout de 2 mois déjà, nous pouvons nous vanter de n'avoir pas eu un personnel qui a été infecté. On a été exposé mais pas infecté. Et c'est grâce à cette dynamique de décontamination-là.
C'est pour aider au maintien de ce dispositif que le club de football Racing de Bafoussam, évoluant en Ligue 2 dans le championnat camerounais d'élite, a procédé en début de cette semaine à une remise de dons à cet hôpital. Je vais d'abord remercier l'association ou bien le club. Le club Racing de Bafoussam d'avoir pensé à leurs partenaires en ces temps de crise sanitaire et ils nous ont apporté, je crois, de l'eau minérale et du savon en liquide et de l'eau de javel. Et ce don va vraiment nous aider à continuer cette action-là. Avant l'hôpital de district de Fumbaut, capitaines, joueurs et autres responsables de fan club du Racing de Bafoussam ont offert entre autres des masques au personnel et élèves de l'école publique groupe B de Bamendi. Et repartons dans la capitale politique du Cameroun, cette fois pour voir comment certains quartiers vivent, comment s'effectue le quotidien de ces quartiers, surtout en cette période marquée par une crise sanitaire. Mireille Sabier. Eli Gedzoua, lieu dit derrière Fécom, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Pas d'eau courante, pas d'énergie électrique. Le gel hydroalcoolique par ici, on ne sait pas réellement ce que c'est et à quoi cela sert. Le savon est une denrée rare pour ces familles presque oubliées. Face au coronavirus, c'est le sauve qui peut. Par exemple, comme je ne travaille pas, je n'ai même pas moyen de payer le masque. Parce qu'il faut au moins utiliser 3 fois par jour. Alors, mais si on paye les 200 là, obligé, tu utilises, tu laves. Comme mes masques sont là. Le regard désespéré, nous laissons ce papa du 3e âge seul assis sur sa véranda. Nous faufilons entre les maisons, agrippés au mur ou à seau pour pouvoir rejoindre le groupe d'habitants que nous apercevons non loin de là. Ici, l'on attend toujours l'aide du gouvernement pour appliquer les mesures barrières. De tous les blocs, bloc 1, bloc 2, il y a Yaoundé 1, comme Djongolo 4, Djongolo 5, est-ce qu'on a vu, mais on a attendu, on ne sait pas où ça court, où ça va venir quand on ne sait pas. Si certains ont accepté de se prononcer sur la pandémie à coronavirus, d'autres très courroucés ne veulent même pas en entendre parler. On lave les mains, on aborde les cache-nez, mais cela ne sert à rien. Car pour eux, dans le coin, il y a des situations pires que le coronavirus qui date des lustres et auxquelles le gouvernement ne veut pas remédier. Oh, de l'autre côté là, c'est grave. Oh là 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 là. L'inondation, c'est-à-dire une fonte comme tu m'as eu, avec cassé tout le derrière là-bas. Une fonte de toutes les maisons que vous voyez là. Jusqu'à Chimbalabou, tout le quartier s'y est inondé. Rien, même pas envoyer les engins pour dégager. Les agressions, des jeunes qui sortent de loin, c'est grave. Tu ne peux pas laisser ta porte ouverte, peut-être que tu vas puiser l'eau au puits là. Quand tu reviens, on a déjà piraté soit la télé, soit le téléphone. C'est parti. Le quartier, il n'y a pas de lumière, qu'on va éclairer les lampadaires dans le quartier. Rien. Et nous sommes dans Yaoundé 1er. C'est trop grave. Les meilleurs voisins du président. Yaoundé 1er, tu vois étudier là. Mais ça ne donne pas. On est obligé de se consoler avec la manière. Le vrai frère de quelqu'un. Pour ce citoyen camerounais, l'on ne peut changer la manière dont le chien se couche. Il le dit parce que là d'attendre que le gouvernement puisse améliorer leurs conditions de vie, les sauver du paludisme qui tue plus que le coronavirus avec son avalanche de moustiques qui a fait son nid dans ces eaux stagnantes, fruit des multiples inondations qui à leur tour ont fait fuir certains habitants du coin, aujourd'hui devenus des sans domicile fixe à Yaoundé. Bientôt 4 mois que la fourrière municipale de Douala-Premier a arrêté certaines de ses activités relatives à la lutte contre les désordres urbains. Du coup, les mauvaises habitudes sont de retour selon le constat fait ce jour par nos reporters. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette situation en cette période de crise sanitaire? Comment la fourrière municipale compte-t-elle désormais mener ses activités? À suivre dans ce reportage les explications du superviseur de la fourrière municipale de Douala-Premier rencontré ce jour par nos équipes. Face au relâchement de la lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala depuis le mois de février dernier, les pratiques proscrites s'intensifient. Occupation anarchique de la voie publique,
Abandon des voitures en panne aux endroits inappropriés, disposition des marchandises sur la chaussée, bref, le désordre urbain est de retour dans l'arrondissement de Douala 1er en l'absence des opérations coup de poing de la fourrière municipale. Oui, le constat il est bien. Effectivement, depuis un moment, nous ne sommes pas sur le terrain, ce n'est pas par rapport à une volonté, mais c'était par rapport aux circonstances du calendrier politique et de certaines autres contraintes que je peux vous expliquer en un mot. Nous sortions des élections municipales et législatives en février et il n'était donc pas de bon ton d'être sur le terrain à faire des actions. En même temps, après ces élections, il y a eu le contentieux électoral qui a mis un moment. Le maire n'avait pas encore prêté serment. Après le contentieux électoral, nous sommes maintenant sur la période du Covid-19. Autant de facteurs qui ont favorisé les mauvais comportements des usagers. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à laver leur moto, bien loin des espaces réservés à cet effet. De nos jours, c'est que quand nous partons à la laverie et qu'on remette nous remettons nos motos chez les laveurs, bon, on leur donne 500 francs et nous ne sommes pas satisfaits du travail qu'ils nous font. Bon, et le temps que nous restions là à attendre, c'est le moment où nous serions en train de nous-mêmes laver. C'est pourquoi nous prenons de la peine à nous-mêmes laver notre propre moto. Oui, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas donner ça à la laverie, c'est parce qu'ils ne nous font pas du bon travail. Depuis février, certaines activités de la fourrière municipale de Douala 1er sont à l'arrêt. Ce jeudi, celle-ci annonce la reprise de ses opérations dans les prochaines semaines. Un accent sera alors mis sur la lutte contre la maladie à coronavirus. En fait, il y a 2 semaines que le maire a demandé que nous revisions notre matériel roulant, ça veut dire nos camions, etc., pour reprendre le terrain parce que lui-même aussi il a constaté que les mauvaises habitudes avaient repris gloire de cité dans sa circonscription. Et comme vous voyez, nous sommes habillés, nous sommes conscients de la pandémie, dont toutes nos équipes, en même temps que nous travaillons, nous sensibilisons aussi nos concitoyens par rapport à cette pandémie. Vous allez voir, ça c'est Covid-19, vous allez voir derrière, etc. Donc même quand nous sommes sur le terrain, nous agissons dans le sens du gouvernement pour dire en même temps que c'est des opérations nécessaires d'assainissement pour que nous puissions combattre cette pandémie ensemble. À l'instar de nombreuses villes africaines, Douala n'échappe pas au chaos urbain. À cet effet, la recomposition du visage d'une cité économique moderne reste un défi permanent. C'est avec ce reportage de Makeda Nizignotsam que nous mettons en terme à cette autre édition d'information sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous demain à partir de 8h. Nous reviendrons à 20h pour des informations fraîches. Bonsoir à tous et à toutes.